السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Dans un premier temps, j'aimerais dire que je suis très heureux d'être parmi vous. Chaque fois, j'assiste à une journée d'études dans un colloque national ou international. Je sens comme si j'ai rajeuni, si je suis retourné en avant par rapport à mon âge, parce qu'à chaque fois, on se donne des idées nouvelles, on reste jeune. Voilà. Très bien. Alors, je remercie également le comité scientifique qui a accepté de retenir ma communication pour que je sois parmi vous aujourd'hui. À la tête, mon ami et mon collègue Dr. Sopani. Merci beaucoup. Je suis aussi ravi de voir des visages souriants de nos étudiants. Donc, sans trop tarder, je vais commencer la communication. Donc, mon intervention ne prétend pas être une conférence, parce que d'emblée, c'était destiné pour être une communication, et suite à la sollicitation de mon collègue Dr. Denis Sotani, donc je me suis trouvé contraint d'être dans la science plénière. Toutefois, je voudrais vous passer les excuses de mon collègue Afrad Musulman, M. Afrad Musulman, qui, pour des circonstances particulières, n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Bien. Alors, l'intitulé de ma communication se veut comme suit, comme suit: la situation d'intégration au cycle d'enseignement moyen, objectifs et critères d'évaluation. Je n'ai, pour être sincère avec vous, je n'ai jamais été enseignant dans le cycle primaire, ni moyen, ni secondaire, mais j'aimerais bien que mes travaux portent sur ces trois cycles, parce qu'ils sont très importants. Les universitaires, d'ailleurs, déplorent le niveau des étudiants à l'université. Néanmoins, en termes de vue, le fait que les compétences à l'université, ce sont des chaînons qui se sont succédés, et c'est le résultat de toute une panoplie de formations qui sont suivies au préalable. Voilà. Donc, la situation d'intégration, c'est tout simplement la production écrite appelée maintenant situation d'intégration. C'est tout simplement une production à l'écrit. Justement, les étudiants devaient ayez l'amabilité d'être attentifs, parce que ça pourrait quand même vous servir si vous engagez à exercer le métier de l'enseignement. Voilà. Alors, le plan de ma présentation s'articule comme suit. Alors, j'aimerais commencer par une présentation générale du sujet, pour pouvoir ensuite énoncer une problématique et définir c'est quoi une situation d'intégration, parler ainsi de ses composantes, de ses caractéristiques, dans quelle théorie elle s'inscrit, et parler aussi des critères d'évaluation de cette situation d'intégration qui est une production écrite, pour terminer enfin par une conclusion. Alors, la présentation du sujet: l'enseignement-apprentissage du français au cycle de l'enseignement moyen suit un ensemble d'objectifs qui s'enchaînent à travers des séquences didactiques. Donc, dans les manuels scolaires, on a des séances, et l'ensemble de séances donne naissance à des séquences, et les séquences font ce qu'on appelle un projet pédagogique dans le courant socio-constructiviste. Voilà. À la fin de chacune, c'est-à-dire de chaque séquence, il y a une mise en situation de production écrite qu'on appelle situation d'intégration. Pourquoi on appelle situation d'intégration? Tout simplement parce que on invite l'apprenant à intégrer ses acquis dans une production écrite. Donc ça ne doit pas être aussi compliqué. Voilà. C'est très simple, c'est la production écrite. Après, conventionnellement à ce cycle, même les cycles primaires, et secondaires, situation d'intégration, où l'apprenant est appris à mobiliser ce qu'il a appris durant une séquence didactique. Voilà. Il a reçu un enseignement, mais l'enseignant doit quand même vérifier est-ce qu'il a développé il a installé et développé des compétences ou pas. Et ça ne peut être visible que dans une situation, que par le biais d'une situation d'intégration. Voilà. Alors, la problématique de base, ce sont deux questions. Voilà.
quel objectif représente une situation d'intégration? Quel est l'objectif de la situation d'intégration? Première question. Et quels sont les critères d'évaluation d'une situation d'intégration? C'est-à-dire on attribue une note à une situation d'intégration, de noter la situation d'intégration de l'apprenant. Alors, quels sont les critères à prendre en considération? Voilà. Alors, définition de ce qu'est une situation d'intégration. Selon Girard, la situation d'intégration est une production écrite, comme je l'avais dit au début, à travers laquelle l'enseignant doit évaluer les acquis de ses apprenants en termes du séquence didatique. À la fin de la séquence didatique, il y a une mise, voilà, épreuve de production. Elle est, selon Girard, le reflet d'une compétence à réaliser chez l'apprenant. Elle peut être considérée comme une occasion d'exercer la compétence chez l'élève. Donc c'est à ce moment-là que l'élève mobilise ce qu'il a retenu comme, comme élément d'apprentissage et les mettre en œuvre dans sa production. Exercer la compétence chez l'élève ou comme une occasion de l'évaluer ses compétences. Donc on dit qu'un élève, j'aimerais bien attirer votre attention qu'il y a une petite nuance entre performance et compétence. On dit qu'un apprenant est performant ou compétent que s'il y a des indices de performance ou de compétence dans ce qu'il produit à l'oral et ce qu'il produit à l'écrit, donc en compétence didactique. Une autre définition aussi donnée par Xavier Rogiers qui dit que c'est une opération par laquelle on rend interdépendants différents éléments qui étaient dissociés au départ en vue de les perfectionner d'une manière articulée en fonction des buts. Donc il y a des séances, et dans chaque séance, il y a des objectifs intermédiaires, des objectifs spécifiques qui vont amener à un objectif général. Voilà. Donc c'est des éléments d'apprentissage que l'apprenant va apprendre et les mettre tous en relation pour dire quelque chose. Voilà. Donc la situation d'intégration, son but c'est quoi? C'est de réunir tous les acquis, les assembler les uns avec les autres pour écrire un texte. Alors c'est quoi l'objectif d'une situation d'intégration? La situation d'intégration, parfois on aime appeler situation d'apprentissage. Pourquoi situation d'apprentissage? Parce que les didacticiens disent que le véritable moment d'apprentissage, c'est pendant les examens. C'est quand on est en examen, et ça vous arrive tous, les étudiants, quand vous êtes en examen, et vous luttez contre une question, une situation complète, vous ne pouvez pas trouver la réponse, vous allez rester 2 ans, 3 ans, en souvenance de ce à quoi vous avez été étudié. Cela prouve que vous avez été concentré. Malheureusement, vous devriez l'être pendant le moment de l'émission, alors qu'on est concentré que pendant l'examen. D'où le fait que certains didacticiens disent que pendant les épreuves se présente le véritable apprentissage. Voilà. Alors, une situation d'intégration ne vient pas couronner, achever un apprentissage, mais un ensemble d'apprentissage, c'est-à-dire la vérification des acquis. Est-ce que ça a été acquis ou pas? Voilà. L'enseignant a fait son travail de dispenser un savoir, mais est-ce que ce savoir a été vraiment reçu ou pas? Acquis ou pas? À travers une situation d'apprentissage de l'enseignant, mais son apprenant dans ces situations de problème. Alors, c'est quoi une situation de problème? C'est tout simplement de confronter à quelque chose afin que confronter l'apprenant à quelque chose afin qu'il puisse le résoudre, Sinon, on ne peut pas identifier s'il a appris. Travers une situation d'apprentissage, l'enseignant met son apprenant dans une situation de problème complexe qu'il doit résoudre, afin de vérifier l'installation ou le développement d'une compétence ou de plusieurs compétences. Alors, le modèle affirme, à la différence de la
bien connue, la compétence ne s'use que si on ne l'utilise pas. Alors, quelles sont les composantes d'une situation d'intégration? Alors, les composantes d'une situation d'intégration sont trois. Premièrement, un support. Alors, on a tous passé des examens de brevet, de baccalauréat, même à l'université, à l'écrit quand il s'agit d'épreuves de production, d'épreuves de compréhension et expression écrite. Alors, dans le texte, après le texte, on nous présente une batterie de questions, et à la fin, on nous demande de rédiger quelque chose qui soit en rapport avec le texte. Voilà, c'est comme si on nous prépare à rédiger quelque chose. Et avant, quand même, on doit nous présenter un support, le texte. Deuxième, la tâche ou les tâches, la tâche à faire. Alors, c'est-à-dire ce que l'apprenant doit faire. Voilà. Et on va voir c'est quoi cette notion de tâche et dans quelle perspective elle s'inscrit, la petite elle s'inscrit. Et en fait, une consigne. La consigne, c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors, écrivez ou rédigez un texte argumentatif autour de tel ou tel sujet, par exemple. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une situation d'intégration? Alors, tout d'abord, elle mobilise des acquis qui sont intégrés et non pas additionnés. Alors, des acquis qui sont intégrés où? Qui sont intégrés dans une production écrite et qui ne sont pas additionnés à ce que vous savez déjà. Elle est orientée par la notion de tâche. Alors, dans la pédagogie ou dans l'approche par les compétences, il y a cette notion de tâche. Alors, sachez que si on apprend à la classe, ça n'est pas uniquement que pour avoir de bonnes notes. Ça n'est pas uniquement que pour avoir un diplôme. Ça n'est pas uniquement que pour répondre correctement à une question. Non, loin de là. Alors, l'objectif utile, c'est de transférer ce que vous apprenez en classe en dehors de la classe. Vous avez appris, par exemple, la leçon. À quoi vous sert cette langue? Elle vous sert de rédiger une demande, si on vous demande d'écrire une demande pour une administration. Elle vous sert de moyen de comprendre l'autre. Si on apprend, par exemple, des calculs à la fois, le calcul mental, l'addition, la soustraction, etc., ça n'est pas uniquement que pour avoir une note, pour répondre à une question lors de l'examen, de la composition, ou de là, mais c'est pour que l'apprenant transfère ses compétences liées au calcul d'une situation scolaire inhérente à la classe à une situation extrascolaire qui n'est que sociale, voilà, en société. Je donne cet exemple. Un papa donne à son fils, ou une maman donne à son fils 100 dinars pour acheter de baguettes de pain. Alors l'enfant va acheter des baguettes de pain, il donne 100 dinars au boulanger, il sait que le caissier va lui restituer 80 dinars. Donc il a fait le transfert des apprentissages. Donc ce qu'on fait en classe, c'est les tâches qu'on a apprises en classe ressemblent en quelque sorte à des tâches inhérentes à des situations mondaines réelles ou sociétales. Elle est orientée par la notion de la notion de tâche est regroupée donc une dimension sociale, que ce soit dans la vie sociale, académique ou professionnelle de l'apprentissage. Il ne s'agit pas d'un apprentissage que non scolaire. Ça n'est pas uniquement pour l'école. Elle est nouvelle pour l'apprenant non répétitive. On ne lui demande pas de répéter et de faire des tâches. Donc il faut varier les situations, varier les tâches. Il n'y a pas qu'une seule tâche en société, il y en a beaucoup. Alors, l'ancrage théorique, c'est-à-dire dans quelle théorie s'inscrit la situation d'intégration. Voilà. La situation d'intégration s'inscrit dans l'approche par compétence et plus particulièrement dans une perspective actionnelle. La perspective actionnelle, c'est faire quelque chose. Alors, je vais faire en apprenant quelque chose. Ce que je demande à l'apprenant de faire doit être similaire à ce qui pourrait, ce à quoi il pourrait être confronté en société. Ça ne doit pas, les apprentissages en classe ne doivent pas être en distorsion avec sa réalité sociale. Voilà. Alors là, je vais on va voir plutôt les critères d'évaluation des situations d'intégration. Et nous avons pris comme exemple
la grille d'évaluation de l'examen de français de langue française du brevet d'enseignement moyen de 2004, 2024. Critères indicateurs. Donc, une petite analyse de cette grille de l'évaluation de situation d'intégration. Alors, ce qu'on a ici écrit en gras en haut, en pertinence, ça s'appelle voilà, ça s'appelle un critère. Et ce qui est en bas, ce sont les indices. Alors, le premier critère s'appelle adéquation et pertinence. Alors, ce critère est composé de deux indicateurs, à savoir respect de la consigne. Respect de la consigne, si je vous demande de rédiger un texte argumentatif pour vous fier à la consigne. Vous écrivez texte argumentatif selon la structure voilà, exigée, voilà, qui exige. Deuxième indicateur, respect du type de texte qui est en rapport avec le sujet. Je donne ici comme exemple montrer l'importance du patrimoine vestimentaire, culinaire, musical, artisanal, etc. Alors, la cohérence est une notion générale. Dans la cohérence, il y a beaucoup d'éléments, mais dans la grille d'évaluation du sujet de base, on a que deux. Alors, on a trois indicateurs. Le premier, c'est le respect de la structure argumentative. Le deuxième indicateur, c'est l'utilisation correcte des articulateurs logiques. Bien sûr, pour que votre écrit soit cohérent, pour assurer le passage d'une idée à l'autre par ce qu'on appelle les mots de liaison. Et les enchaînements du temps. Alors, je vous expose ce qui est écrit dans le corrigétif de l'examen du baccalauréat. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, troisième critère, utilisation correcte des outils de la langue. Et on trouve dans ce critère les indicateurs suivants: construction correcte des phrases, voilà, exploit correct des temps verbaux, utilisation d'un vocabulaire pertinent, respect des règles de la langue. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Le perfectionnement, mise en page et lisibilité de la feuille. Comment est-ce qu'on laisse un alinéa? Est-ce que, par exemple, entre l'introduction et le développement scientifique ou pas? Est-ce qu'on écrit dans une langue lisible ou pas? C'est ça le perfectionnement. Et richesse et originalité lisible. Alors là, on va prendre un exemple pour ne pas vous présenter des éléments théoriques. J'aimerais bien vous présenter quelques éléments pratiques, même si on n'a pas fait vraiment une étude exhaustive. J'ai demandé à mon collègue qui enseigne depuis 16 ans au collège, parce que les trois cycles m'intéressent. Généralement, on développe le niveau des étudiants à l'université, mais on perd de vue qu'ils sont passés par toute une panoplie de cycles pour venir avec les lacunes. Voilà. C'est des chaînons, une chaîne composée de chaînons. Si un chaînon est cassé, les autres vont être en dysfonction. C'est logique. Voilà. Situation d'intégration, quelle réalité pédagogique? Alors, regarde. Alors, ce que vous avez ici comme statistique n'est que le résultat d'une situation d'intégration de l'examen du premier semestre. Je demande collègue Abdelkader Benzema, qui enseigne dans le collège d'enseignement moyen, qui s'appelle Hassan Assaïda. Voilà, c'est trop grand. Alors, il a remarqué que ce que nous avons fait, c'est uniquement l'évaluation, c'est pas tout l'examen, c'est seulement l'évaluation de la production écrite ou de la situation d'intégration qui est notée sur 8. Alors, je lui ai dit, fais-moi le compte des élèves, des apprenants qui ont eu plus de 4. C'est-à-dire, si quelqu'un a eu plus de 4, ça veut dire qu'il a eu la moyenne, mais par rapport à la production écrite. Voilà. Donc, on a le résultat qu'on a obtenu. 37% des apprenants qui sont capables de répondre à une situation d'intégration, plus ou moins, avec des lacunes, bien entendu. Et 67% des apprenants qui sont dans l'incapacité de répondre à une situation d'intégration.
Donc, je vous laisse réfléchir. Je n'ai pas vraiment été sur le terrain pour comprendre la situation. Alors, ce qu'il présente comme analyse, ce sont des éléments suivants. C'est lui qui parle, c'est pas moi. Ce faible taux de réussite concernant la situation d'intégration, 35% seulement qui se débrouillent, se émeuvent en rédigeant une situation d'intégration, s'explique par plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut notamment mentionner des programmes trop ambitieux. Alors, il y a quand même des programmes qui sont bien faits. D'ailleurs, j'ai consulté le référentiel général des programmes quand j'étais doctorant. J'étais voir le Conseil national des programmes, qui se trouve à Malarachi, lycée Malarachi d'Alger. J'ai fait une petite enquête sur le référentiel général des programmes qu'on appelle en arabe Marja'iyya al-'Amma lil-Barnamij. Alors, Marja'iyya al-'Amma lil-Barnamij prend des années, voilà, et généralement on fait appel à toute une sphère composée de formateurs, d'enseignants-chercheurs, d'inspecteurs, de représentants aussi de l'association de parents d'élèves. Donc il y a toute une conscience qui intervient dans la conception de ce référentiel général des programmes qui est bien ficelé, bien fait, et qui est signé par le ministre de l'Éducation nationale. C'est un document officiel. Par contre, le manuel scolaire, il est fait par un éditeur. C'est l'éditeur qui fait appel à des concepteurs et qui leur donne un délai pour concevoir un manuel scolaire. Mais la problématique, qui se pose, est-ce que les objectifs qui sont tracés dans le référentiel général des programmes sont vraiment réinvestis dans les manuels scolaires, sachant que les manuels scolaires ne sont pas des documents officiels, ce sont des documents agréés. C'est-à-dire on peut changer chaque année, on peut enlever une séance, on peut enlever une séquence, on peut pas. Alors, les objectifs des programmes sont trop ambitieux par rapport, disons, au niveau cognitif de l'enfant. Des manuels scolaires inadaptés. Alors, il y a parfois les textes supports, c'est-à-dire que je pourrais donner l'exemple de l'Algérie, qui est un pays à l'image d'un continent très grand, où il n'y a qu'un seul manuel scolaire. Alors, les étudiants, je vous invite à réfléchir avec moi. Vous pensez que ceux d'Adra pensent de la même sorte que ceux d'Alger? Les apprenants, les d'Adra, pensent, c'est-à-dire qu'ils ont la même, disons, conception, ils n'ont pas la même conception sociologique, ils n'ont pas les mêmes représentations des choses. Si, par exemple, je fais appel à un texte dont le titre est le tramway, ou je ne sais pas moi, le téléphérique, ils n'ont pas cette représentation du mot tram, donc non seulement ils sont en difficulté en français, et aussi ils n'ont jamais vu un tram, et que le texte parle du tram. Donc parfois les textes qui sont répertoriés dans les manuels scolaires ne sont pas adaptés en fonction du niveau linguistique et de la réalité socio-culturelle des apprenants. Voilà. Un profil des apprenants inapproprié. Alors, les apprenants débarquent au collège avec des insuffisances qu'ils ont accumulées dès le cycle primaire. Alors, on ne sait pas qui l'on doit accuser. Est-ce que ce sont les collèges de moyens ou les enseignants du collège, ou les enseignants du secondaire ou les universitaires? Sauf qu'il y a une responsabilité commune. Alors, la responsabilité est partagée. Alors, chacun peut se disculper en disant non, mais c'est pas moi, ça vient du lycée, celui qui est au lycée, ça vient du moyen, et ainsi de suite. Et la responsabilité, quand même, elle est partagée par tous les acteurs didactiques et pédagogiques. Notamment aussi, on a un problème de difficulté en lecture, ils ne savent pas lire, et les collègues sont là pour en témoigner. On a des universitaires, des étudiants qui ont des difficultés en lecture, ils n'ont pas une compétence lectorale. Des pratiques enseignantes traditionnelles. Certains enseignants restés ancrés dans des méthodes d'enseignement conventionnel se focalisent sur l'enseignement du métalangage. Alors, c'est quoi le métalangage? C'est une compilation d'activités métalinguistiques qui, au final, ne servent à rien. Conjuguer les verbes au présent indicatif, conjuguer les verbes à l'impératif,
transformer de la voie passive à la voie active, etc., etc. Et quand je lui demande de rédiger une situation d'intégration, il est dans l'incapacité. Alors, une autre question est posée. Est-ce qu'on enseigne pour que ces compétences soient mobilisées? On enseigne seulement, et c'est ce qui se passe dans les baccalauréats. Ils ont de bonnes notes en maths, en physique, en sciences, parce qu'ils apprennent par cœur des choses, parce que les exercices qui sont proposés dans les examens de baccalauréat en maths et en physique ressemblent aux exercices qui vont être proposés dans les épreuves de baccalauréat. Avoir un 18 de moyenne en baccalauréat, ça n'est pas pour autant dire que l'étudiant est excellent. Donc, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Voilà. Pour ne pas conclure, oui, je suis à la conclusion. La situation d'intégration est une mise en situation de production à l'écrit en vue de vérifier les acquis de l'apprenant dans une situation première intégrative. L'objectif étant donc de réinvestir un certain nombre de compétences afin de les rendre fonctionnelles à travers une tâche à réaliser. Or, pour atteindre ces objectifs, il est impératif de revoir les programmes. Il faut à chaque fois revisiter les programmes, repenser les programmes, faire des études même sociologiques, parce que les programmes, on les fait en fonction de la réalité sociale de l'apprentissage. Un programme n'est pas seulement une compilation de textes, de questions, de séquences et de projets. Et donc, c'est pas comme ça qu'on fait un programme, invoque toute une réflexion de toute une sphère pour son élaboration. Voilà. Et sur ce, je vous remercie et je recède la parole au président de la ville. Merci. Merci à notre famille pour cette intervention riche, en particulier sur le plan théorique, qui demande une situation d'intégration et de production écrite et de pas de tous nos étudiants, que ce soit à l'université ou que ce soit dans les